Ce que veulent entendre les Français, c'est comment protéger son pouvoir d'achat. Il y a 2 combats à faire, c'est soit on le combat les politiques et le système financier qui existe depuis un petit moment et qui est quand même assez massif, donc ça serait un vrai combat à faire, ou alors est-ce qu'on dit en fait j'ai une alternative aujourd'hui qui existe, qui s'appelle le Bitcoin, et acheter du Bitcoin c'est entre guillemets un combat finalement potentiellement politique, c'est de dire en fait je m'affranchis du système financier actuel. Si tu devais convaincre quelqu'un d'épargner une partie de son argent en Bitcoin, qu'est-ce que tu lui dirais, comment tu le convaincrais? Votre argent il est constamment dévalué par les banques centrales qui impriment de plus en plus d'argent pour financer la dette. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour la personne qui nous écoute? C'est que votre pouvoir d'achat il diminue dans le temps. Donc vous travaillez de plus en plus dur pour mettre de l'argent de côté, mais cet argent il perd de plus en plus de valeur. J'allais rajouter qu'en France, il n'y a pas que l'inflation, il y a aussi les taxes qui sont extrêmement élevées. Bon, après, le but du Bitcoin, c'est pas de faire de la fraude fiscale. mais, Merci. Mais effectivement, et donc Bitstack, on a ouvert cette porte d'entrée à beaucoup de gens. Comment ça marche? C'est je dépense et au moment de ma dépense, on vient arrondir à l'euro supérieur. L'exemple du café acheté 2,60 €, qui est du coup arrondi à 3 €. Et les 40 centimes de différence, ils sont automatiquement investis en Bitcoin. Quand on offre ce service-là, évidemment, c'est un service sur lequel les régulateurs sont très attentifs parce que c'est un des services les plus risqués. On a entendu beaucoup de critiques un petit peu sur l'agrément en disant que ça allait tuer toutes les startups et toutes les entreprises du secteur qui n'avaient pas les moyens, ou en tout cas que ce soit humain ou financier, pour se mettre en conformité. Je pense qu'au-delà de la multiplication des réglementations, c'est le flou artistique qu'on a en ce moment en réglementation qui fait que c'est très compliqué de donner un peu de certitude sur le marché, et quand on n'a pas de certitude, on ne peut pas avancer, on ne peut pas innover. Il y a trop de réglementations, il y a trop de superpositions, de surcouches de réglementation qui viennent vraiment compliquer tout le marché et qui peuvent être un frein à l'innovation. Et combien est-ce que ça coûte à peu près dans des fourchettes, pour se donner une idée? Ça peut dépasser le million d'euros, encore une fois en fonction de la taille de la société, puisque c'est proportionnel à son activité. Et de la même manière, annuellement, ça va être aussi les mêmes chiffres. Donc on voit une société demain qui va lever 1 million d'euros, elle ne pourra jamais le faire. Enfin, ça, c'est une réalité. Salut Julie, salut Alexandre. Salut. Bienvenue sur le podcast. Merci. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. On va parler notamment de la régulation et de comment est-ce que ça impacte les utilisateurs de plateformes crypto et qui achètent du Bitcoin, notamment via Bitstack. Je vais d'abord vous laisser vous présenter la structure dans laquelle vous travaillez. Julie, je te laisse démarrer. Julie Bader, je suis avocat en FinTech et je travaille dans le domaine de la crypto principalement, et j'accompagne les acteurs crypto pour obtenir leurs agréments pour pouvoir exercer en France et au sein de l'Union européenne. Et je travaille au sein du cabinet de Gaulle Fleurance, qui est le leader sur le marché en ce moment dans le conseil des sociétés crypto. J'enchaîne, Alexandre Roubaud, je suis un des 2 cofondateurs et le CEO de Bitstack. Bitstack qui s'est positionné comme la première application en France qui permet à n'importe qui finalement d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, je pense 3 ans plus tard, on s'est clairement démarqué comme la plus grosse plateforme française, en tout cas pour acheter du Bitcoin en nombre d'utilisateurs. On est globalement une des, voire l'application crypto la plus téléchargée en France, souvent aux côtés de Binance, et une des top 10 apps finance les plus téléchargées, donc on est très content. Et on se parle aujourd'hui parce qu'effectivement, depuis le 30 juin, si je ne dis pas de bêtises, 2025, on a obtenu ce fameux agrément PSCA sous le règlement MiCA, qui est une vraie étape clé pour nous. Et on a été accompagné par Julie et toute l'équipe de DGFLA qui nous a brillamment accompagnés sur ce dossier et jusqu'à l'obtention. Depuis un petit moment, on en parlera peut-être après. Mais voilà. Ouais, on va revenir un petit peu sur toute cette histoire d'agrément, enregistrement, licence MiCA, etc. Donc du coup, enregistrement et licence MiCA. Ouais, on peut retracer rapidement. Alors Bitstack, ça a été créé, c'est une société qui a vu le jour en 2021. Après un retour du Canada d'ailleurs de mon cofondateur et moi en France, et dans cette démarche de vouloir créer finalement un produit grand public et de démocratiser le Bitcoin auprès de cette audience-là, il était important pour nous d'avoir une approche qui était réglementaire. Donc de vraiment tacler la réglementation un peu la tête la première, parce qu'on était convaincus que ça allait être un atout finalement pour nous, surtout sur un marché qui était destiné à être européen, pour gagner la confiance de nos clients. Et donc dès 2021, c'était la suite de la loi Pacte, du régime SAN qui était devenu obligatoire en 2020, etc., de nous déposer un dossier d'enregistrement. Et on est devenu finalement quand même déjà à l'époque une des premières sociétés à être enregistrée PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers en France. Tu as découvert Bitcoin au Canada, du coup ? J'ai découvert Bitcoin au Canada, ça remonte... Alors Bitcoin, c'est le point commun entre mon cofondateur et moi. Donc combiné avec l'université de McGill, puisqu'on est tous les deux des anciens étudiants de l'université de McGill à Montréal. Moi j'ai fait une école de commerce, lui a fait une école d'ingé, et on s'est retrouvés, enfin en tout cas on s'est rencontrés parce que justement en parallèle de nos études, on travaillait tous les deux sur le Bitcoin.
Donc ça remonte à 2016 à peu près. Lui avait créé la première association étudiante qui était Blockchain à McGill, qui est devenue la plus grosse asso étudiante au Canada sur le sujet. Et moi, j'avais déjà un premier projet qui était financé, pour la petite anecdote, par l'université, qui était un projet de recherche sur Bitcoin. Et donc, on s'est rencontrés autour d'événements comme ça sur le campus. C'était en quelle année ? Ça, c'était 2016 pour mon projet, qui a duré jusqu'à 2017-2018, jusqu'à en fait, que j'obtienne mon diplôme. Et après, on a un peu fait chemin séparé parce qu'au début, c'était pas le but de créer BitStack. Finalement, enfin, BitStack, il n'y avait pas tous les facteurs d'aligner. C'était pas encore clair dans ma tête. Et donc moi je suis parti diriger le développement produit d'une fintech canadienne qui traitait des sujets d'épargne et d'investissement pour le grand public, mais sur une classe d'actifs plutôt traditionnelle. Donc on permettait aux Canadiens d'épargner et investir pour capitaliser pour leur retraite sur ce qu'on appelle ce qui grosso modo sont des paniers diversifiés d'actions, enfin d'ETF d'actions, obligations et autres produits financiers, avec des profils de risque adaptés. Donc si on est jeune avec un horizon long terme, on va être sur des paniers plus risqués. Et si on est plus âgé, proche de la retraite, et qu'on veut prendre moins de risques, on va être plutôt sur des obligations court terme, etc. Donc voilà, et c'est 2 ans, voire presque 3 ans après que j'ai rejoint cette boîte qu'elle s'est fait racheter et que j'ai décidé de réconcilier ces deux mondes-là, puisque le Bitcoin, ça restait mes soirs et mes week-ends, et de dire, en fait, aider les gens à épargner, investir, c'est une belle mission, mais après, une fois qu'on épargne, il faut se poser la question comment on protège son épargne, et Bitcoin prenait tout son sens à ce moment-là. Donc BitStack est né ainsi, et avec un retour en France, comme je le disais, pour démocratiser le Bitcoin à une population qui nous paraissait en Europe beaucoup moins avertie sur le sujet, et avec encore beaucoup de choses à faire, contrairement à ce qu'on voyait déjà en Amérique du Nord, qui était quand même, et on le voit maintenant d'ailleurs dans les chiffres, qui est beaucoup plus adepte des cryptoactifs, et tout ce qui se passe encore récemment avec l'administration américaine le démontre encore une fois, mais ils ont une approche déjà de base sur l'épargne et l'investissement qui est beaucoup plus avertie que les Européens, puisqu'ils doivent capitaliser pour leur retraite, c'est pas nous, sur papier. Et en plus de ça, la crypto a été quand même beaucoup plus... il y a eu beaucoup plus d'innovation avec des acteurs comme Coinbase notamment, etc. Voilà, donc en termes d'adoption, je pense qu'on n'est pas loin d'un Américain sur 2 aujourd'hui qui doit avoir de la crypto. En tout cas, on ne doit pas être loin. Alors qu'en Europe, on parle de 10%, grosso modo en fonction du pays. Et donc nous, voilà, on a voulu vraiment créer une société française et européenne pour démocratiser et vraiment être un acteur de confiance sur le marché. Et puis c'était l'époque où les cartes à l'arrondi, où on commençait à avoir des applications qui se lançaient à l'arrondi, non ? C'est vrai. C'est vrai qu'alors le concept, cette mécanique de l'arrondi, c'est quelque chose qui est plus connu en Amérique du Nord. La boîte pour laquelle je bossais utilisait cette mécanique-là. Donc voilà, il y a pas mal de parallèles qui reviennent de mon expérience passée. En France, on le connaît beaucoup par rapport à l'arrondi caritatif à la caisse. En fait, moi je l'ai découvert en revenant en France, on m'a dit mais c'est la mécanique de l'arrondi caritatif à la caisse. Et je dis oui, effectivement c'est un peu ça. Donc comment ça marche, c'est je dépense, et au moment de ma dépense on vient arrondir à l'euro supérieur. Donc j'achète, je reprends toujours pour ceux qui écoutent plusieurs podcasts, l'exemple du café acheté 2,60 €, plus ou moins cher pour les gens qui m'écoutent, différents endroits de la France, qui est du coup arrondi à 3 €. Et les 40 centimes de différence, ils sont automatiquement investis en Bitcoin. Alors nous, comment ça marche ? Parce qu'on me pose souvent la question, c'est pas au moment du paiement. L'utilisateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va connecter son compte bancaire à notre application. Nous, on va pouvoir accéder à la lecture uniquement de ces transactions pour pouvoir voir qui fait un achat d'un café, qui fait ses courses, etc. Et faire une cagnotte sur la semaine et dire plus 20 centimes, plus 35 centimes, etc. De calculer tous ces arrondis finalement. Et en fin de semaine, on va lui prélever le total de ces arrondis de la semaine et pour les convertir à ce moment-là en Bitcoin. Donc ça fait un système de cagnotte, de mécanique d'arrondi sous forme de cagnotte à la semaine. Ok, et là vous avez, c'est quoi les derniers chiffres en termes de Bitcoin que vous avez permis d'acheter, entre guillemets ? Écoute, alors qui sont pas les tout derniers, mais la dernière fois qu'on a communiqué dessus, on avait franchi les 200 000 Français qui avaient épargné et investi plus de 200 millions d'euros en Bitcoin. Donc ça commence à faire, je pense qu'on l'a bien dépassé maintenant, mais j'ai plus le dernier chiffre. Et je pense que même sur le site, là, je réfléchis à chaud, mais je pense que sur le site, on met les infos, donc pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent voir les chiffres à jour. On l'affichera certainement dans le podcast. Ouais, on a un compteur de Satoshi, de Bitcoin accumulé sur la plateforme. Je pense qu'on est plus de 2000 Bitcoin, ça commence à être pas mal. Ouais. Ok. Et donc on parlait de Mika, on parlait de l'agrément.
qu'est-ce que ça va changer justement l'obtention de cet agrément pour vos plus de 200 000 utilisateurs? Déjà, c'est vrai qu'on n'a pas fait tout l'historique réglementaire, mais BizTalk était donc une des premières sociétés enregistrées comme SAN et a tout de suite voulu aller sur le volet MiCA. Donc MiCA qui est un règlement européen et qui vient réglementer au niveau européen l'intégralité des services sur cryptoactifs. Ce qui fait que si on obtient un agrément MiCA pour fournir des services en France, en l'occurrence, on peut aussi ouvrir le marché à l'intégralité de l'Union européenne, ce qui est quand même un atout assez incroyable quand on obtient un agrément. Il est passeportable au sein de toute l'Union européenne. Donc on parlait de quelques utilisateurs en France, en fait on va pouvoir démultiplier le nombre d'utilisateurs à l'échelle européenne sans demander à chaque fois un agrément dans chacune des autorités. Donc c'est un peu ça le plan aujourd'hui. Ouais, c'est ça le plan. Pour grosso modo, ça change pas mal de choses. Ça change à la fois pour nous en tant qu'entreprise, je vais pouvoir un peu expliquer ce que ça change pour nous. Ça change aussi certaines choses pour nos utilisateurs. Pareil, je vais un peu expliquer tout ça. Et aussi pour l'écosystème, globalement, je pense que c'est un pas en avant. Donc voilà, c'est un peu les trois volets. Pour l'entreprise, alors je vais survoler, on rentrera un peu plus dans les détails, mais c'est un vrai gage de confiance par rapport à tout ce qu'on a entrepris dans la société, c'est-à-dire c'est de l'investissement en temps et en argent. Mais pour arriver à faire de vraies choses concrètes, c'est-à-dire renforcer des dispositifs de sécurité, de conformité, de contrôle, de gestion des risques, de fraude, etc. Et donc il y a une multitude de politiques, de dispositifs, de procédures et de politiques à mettre en place et à respecter. Et donc ça permet de créer finalement, au final, et pour faire le pont sur les clients, une société régulée, de confiance et dans un cadre sécurisant pour le consommateur final. Et pour eux, c'est ça, c'est d'avoir en fait une société agréée par l'AMF. Finalement, on obtient un tampon, mais ce tampon, il en dit long sur toutes les démarches qu'on a entreprises pour qu'au final, quand quelqu'un en fait achète tout simplement du Bitcoin depuis son téléphone en quelques clics, en fait, ça soit sécurisé et que ces fonds, même quand on parle de conservation, et ça, c'est peut-être aussi une particularité de BitStack vis-à-vis de d'autres acteurs, c'est que nous, on a été un des premiers acteurs à vraiment valider un modèle de conservation. Parce que nous, on a un modèle custodial, comme ceux qui connaissent BitStack savent. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez du Bitcoin, ils sont conservés par BitStack dans l'application. Enfin, l'application, c'est une interface, mais la société les conserve pour le compte de ses clients. Après, le client peut bien évidemment retirer ses bitcoins, mais par défaut, c'est le schéma. Et donc, quand on offre ce service-là, évidemment, c'est un service qui est sur lequel les régulateurs sont très attentifs parce que c'est un des services les plus risqués. Parce que voilà, on est vraiment sur la conservation d'argent, d'actifs pour le compte de ses clients. On se rappelle de FTX ou d'autres plateformes et d'échange. Il y a eu des expériences passées qui ont été douloureuses pour tout le monde, les consommateurs. En premier lieu, c'est eux le plus important, et donc pour les régulateurs et les entrepreneurs, etc., et pour l'écosystème au sens large. Et donc voilà, il fallait vraiment créer un modèle robuste. Encore une fois en termes de dispositifs techniques même, parce que c'est aussi ça une particularité de cet agrément, c'est que c'est un audit complet de la société. C'est sur les process techniques, en termes de cybersécurité, sur la conformité, sur les process, etc., sur les moyens humains aussi, sur l'équipe. Parce que la différence avec l'enregistrement qui était l'étape d'avant, c'est que l'enregistrement, c'est plus vérifier un peu le passé des dirigeants. C'est quoi exactement les différences entre ces deux? C'est vrai que l'enregistrement PSAN, il se limitait beaucoup à la gouvernance de l'entreprise et à la LCBFT, donc la lutte anti-blanchiment et tout ce qui avait été mis en place pour contrôler ces aspects-là. Là, l'agrément, comme le disait Alexandre, l'agrément MiCA, on est vraiment au-dessus. On a un contrôle complet de la société, une vérification des process, et avec aussi des engagements assez forts de chaque candidat PSCA pour la suite, parce que l'objectif, c'est pas d'obtenir un agrément et après de relâcher la pression. On obtient l'agrément et on atteint un niveau de conformité sur la durée pour garantir effectivement aux investisseurs que la société, elle est solide, qu'elle va conserver ses actifs et qu'elle va exécuter aussi toutes les opérations de façon conforme et de façon transparente envers les investisseurs, avec une information, etc. Donc on a toute cette idée de durée aussi qui n'est pas seulement un tampon à un temps T. On est vraiment sur un agrément qui est obtenu pour toute la durée de vie de la société. C'est comme un agrément bancaire. Il faut se dire, en vrai, en termes de travail, on est quasiment sur un agrément bancaire en termes de vérification. J'avais même vu que c'était presque plus compliqué que des agréments bancaires. Si vous appréciez le podcast, mettez un j'aime, commentez. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous soutient. Merci beaucoup.
Allez, on reprend. C'est pas plus compliqué. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est sur un monde un peu nouveau. Alors, ça fait très longtemps qu'existe le Bitcoin, les cryptoactifs. On connaît tous un peu ce milieu-là depuis beaucoup d'années. Mais les régulateurs, le monde traditionnel financier découvrent encore ces nouvelles classes d'actifs, en fait. Et il y a aussi eu beaucoup de rumeurs, enfin de mauvaises informations, je pense, par rapport aux cryptoactifs, sur la lutte anti-blanchiment, etc., qui fait que ça a créé beaucoup de crispation et de peur, mais pas forcément fondée vis-à-vis des cryptoactifs. Et donc là, maintenant, on se retrouve quand même avec des régulateurs qui sont extrêmement sécurisants. Il y a eu FTX, tout simplement, qui a vraiment traumatisé, je pense, tout le monde, que ça soit des investisseurs, mais aussi des gens qui étaient dans la crypto, et les régulateurs notamment. Enfin, ils sont traumatisés par un FTX bis, donc ça serait parce vraiment que horrible. si un FTX, si une plateforme qui est régulée en France se transforme en FTX, c'est un peu un coup de massue. Enfin, ça voudrait dire que les régulateurs font pas leur travail. C'est ça. Alors après, on ne peut jamais garantir à 100% une sécurité maximale, c'est pas possible. Mais par contre, il faut que les autorités font attention à ce que tout ce qui est mis en place est le plus haut niveau en termes de sécurité, que ça soit sur la sécurité technique. Donc c'est pour ça qu'il y a un audit technique extrêmement poussé qui est fait par les autorités et un audit aussi organisationnel en fait de la société pour vérifier que toutes les garanties sont bien mises en place pour éviter tous les risques associés à FTX et tous les risques associés au vol de cryptoactifs. Ok. Et pour les utilisateurs, donc c'est assez transparent. Au final, il n'y a pas beaucoup de changements. Si on a bien fait notre travail, ça ne devrait rien changer pour les clients en surface. Mais derrière, avec des garanties, entre guillemets, sur justement, encore une fois, tous les moyens qu'on y a mis derrière pour que l'expérience reste aussi fluide que ce qu'elle devrait être, finalement. Donc, c'est-à-dire, j'achète du Bitcoin instantanément en un clic. C'est aussi la promesse de Bitstack. Mais tout en étant sur une plateforme sécurisée et de confiance. Il y a plein de détails. Implicitement, on en a mentionné quelques-uns. Mais par exemple, c'est de s'assurer que la société, parce que ça, c'est un énorme sujet, notamment sur la partie conservation dont on parlait, que la société assure la ségrégation des fonds entre les fonds de l'entreprise et les fonds des clients. Ce qui était un gros sujet et potentiellement un vecteur d'attaque, enfin un vecteur de risque pour des FTX et autres, où on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle du commingling de fonds, donc du mélange de fonds entre ce que fait la société, l'argent qu'elle utilise pour financer ses opérations et réellement en fait, les dépôts des clients. Donc voilà, il y a des vraies garanties derrière, c'est pour en donner un exemple, mais important. Mais l'expérience, si on a bien fait notre travail, encore une fois, ne change pas. Et ils ne devraient pas s'en rendre compte. Et d'ailleurs, c'est tout le travail qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas changer l'expérience des clients tout en respectant le règlement MiCA aussi. Et c'était un des gros enjeux de la ségrégation, c'est que les exigences parfois réglementaires étaient un peu trop bloquantes d'un point de vue opérationnel et auraient pu avoir des conséquences importantes sur l'expérience utilisateur, ce qui n'est pas du tout intéressant. Et donc, ce qu'on a cherché de faire avec Bitstack et en discutant avec les autorités, c'est de trouver une solution qui convienne à tout le monde, qui soit à la fois sécurisante pour les investisseurs, mais aussi qui leur permette d'avoir une expérience fluide et aussi instantanée, parce qu'on parle de la blockchain, si on commence à mettre des bâtons dans les roues sur le fonctionnement, on perd tout l'intérêt en fait de cette technologie qui permet l'instantanéité et donc d'aller très très vite sur les transactions financières. On a entendu beaucoup de critiques un petit peu sur l'agrément en disant que ça allait tuer toutes les startups et toutes les entreprises du secteur qui n'avaient pas les moyens, ou en tout cas que ce soit humain ou financier, pour se mettre en conformité. Il y a quelques semaines, il n'y avait qu'un seul acteur, je crois, qui a été agréé. On en a eu 4 ou 5 autres qui l'ont été ensuite, principalement des startups. Au final, est-ce que c'est si compliqué d'obtenir cet agrément-là en tant que startup ? Alors, je ne sais pas si tu considères encore Bitstack comme étant une startup ou pas. Ça dépend de la définition de tout le monde. Quand on dit que des Revolut et autres sont des startups, voilà. Ça dépend de la définition, mais peu importe, c'est pas ça le point important. Je pense que, là je spécule, une des raisons pour lesquelles on a vu pas mal de startups, c'est parce que les startups ont l'avantage d'être les plus agiles pour réagir et essayer de se créer en fait de la défensibilité sur leur marché, et l'aspect réglementaire a été vu, je pense, pour beaucoup comme un vrai verrou, justement pas technologique, mais un vrai verrou réglementaire et une vraie barrière à l'entrée pour se différencier de la concurrence. Maintenant, je pense que une fois le côté agilité mis de côté, et donc plus on laisse passer le temps, on verra des acteurs institutionnels se positionner. On en a déjà vu un, et je pense qu'on verra un peu la foulée des autres arriver, et moins de startups. Donc je pense qu'en fait la tendance va s'inverser, d'après moi, parce que les startups qui étaient en mesure de le faire, on l'avait certainement préempté et l'ont fait où ça va arriver. Mais les autres, c'est parce qu'en fait, ils ont
une difficulté à le faire. Donc soit le financer, soit à y mettre les moyens humains, encore une fois, ça peut être aussi, ou techniques. Donc là, on a vu quelques acteurs dont nous, c'est un vrai investissement. Je pense que ça va quand même créer un filtre pour te répondre. Et je pense que il y a eu plusieurs discours, mais que grosso modo, il y a quand même eu un message qui est passé, que ça sera un moyen de faire un filtre sur le marché et pour en fait faire passer les acteurs sérieux, gros ou petits, de l'autre côté de la barrière et en fait nettoyer, c'est un peu le mauvais terme, mais nettoyer le marché avec les petits acteurs qui finalement n'ont pas les moyens de répondre à toutes ces exigences de conformité. Donc voilà, sur les... on donne des chiffres, hein, on a une centaine de PSAN enregistrés, en fait, parce que c'est ça le débat. Je pense malheureusement qu'on n'aura pas une centaine d'acteurs agréés et qu'on parle d'une dizaine, ou quelques dizaines. En tout cas, là, sur les prochaines années, sachant qu'il y a quand même une échéance clé qui est juin 2026, puisque c'était 18 mois de clause de grand-père pour les acteurs enregistrés PSAN. Ouais. Et beaucoup cherchent d'ailleurs à se faire racheter ou à vendre. Voilà, alors c'est les rumeurs du marché. Il y a des acteurs plus ou moins de succès, hein, parce que en plus. pour le coup, acheter un enregistrement PSAN, ça ne garantit pas du tout l'obtention d'un agrément MiCA. Donc c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs sujets là-dessus à voir. Peut-être pour répondre aussi, alors avec une vue un peu plus réglementaire, et je vais citer ma chère associée Anne Maréchal, c'est qu'on ne voit pas une banque qui ne serait pas régulée sur le marché, et c'est normal, à notre sens, que des acteurs qui gèrent des actifs financiers, alors ce n'est pas des actifs financiers au sens de la réglementation financière, mais des crypto-actifs, ne soient pas régulés. On parle quand même d'argent des clients, que ce soit des clients professionnels ou particuliers. C'est normal qu'il y ait des garanties qui soient apportées auprès des clients. Toujours avec ce qu'on a eu comme expérience par rapport au vol d'actifs, etc. Donc forcément qu'on a besoin de sécurité qui soit apportée aux investisseurs. Et ça fait aussi un gage de garantie pour des actionnaires qui vont investir dans ces sociétés-là, parce qu'ils vont être sûrs qu'il y a tout qui est bien mis en place et qu'en plus tout est conforme à la réglementation pour avancer sur le marché. Donc forcément qu'on est obligé d'aller sur cette voie-là. Alors il y a différents courants, hein, je suis d'accord, mais avec MiCA, au plus au niveau qui ouvre un marché européen, on est sur une opportunité, à mon sens, plus business. Si on obtient cet agrément, ça nous ouvre la voie. Donc il faut mettre les moyens. Effectivement, ça demande des moyens, ça demande du temps. Mais si on ne met pas ces moyens-là, effectivement, on va rester un petit peu en arrière, mais on ne pourra pas exercer. Et c'est un peu normal aussi. Je rejoins Julie sur le fait que, pour moi aussi, l'agrément MiCA, finalement, c'est une nécessité pour le marché, pour contrer beaucoup de points... beaucoup d'angles de risque qui étaient réels. Hein. Donc on parlait d'FTX tout à l'heure. Et donc voilà, protéger finalement le client final, c'est ça qui est important. Et c'est le rôle du régulateur. Il y a aussi cette opportunité business, on le mentionnait plus tôt, qui est toute l'expansion et le passeportage de notre activité dans un cadre régulé et harmonieux, donc sur tout l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc pour une société comme nous qui a été historiquement uniquement en France, c'est une énorme étape clé. En revanche, je pense que le point d'attention pour moi et peut-être pour d'autres entrepreneurs, c'est sur le niveau de réglementation dans la globalité qui est imposé aux acteurs. Parce que MiCA, c'est une chose, mais aujourd'hui, en fait, on parle d'un éventail de réglementations qui sont soit déjà actées, soit qui sont en train d'être actées. Et c'est là où il y a un point d'attention et un appel un peu à caution de dire, en fait, on est sur un marché qui est maintenant global, qui est mondial. Il y a des acteurs qui n'ont pas ces mêmes contraintes-là et qui sont en mesure d'évoluer dans leurs marchés locaux, donc des acteurs américains ou des acteurs asiatiques. Et si eux, on leur met très peu de contraintes et de bâtons dans les roues pour se développer et avoir une taille critique importante, notamment d'un point de vue financier, pour eux, c'est très facile de venir après en Europe et entre guillemets de bouffer les acteurs européens. Ce qu'on avait vu au début d'Internet, enfin après quelques années, et notamment avec les GAFAM. Donc, est-ce qu'on risque de voir la même chose en crypto ? Potentiellement. C'est pour ça que je pense qu'il faut mettre un point d'attention et pour énumérer un peu et mettre concrètement tout ce que je dis, parce qu'on ne parle pas uniquement de MiCA, on parle de la Travel Rule, on parle là des évolutions potentiellement avec la position de l'IBA sur établissement électronique, sur PSD2, PSD3 qui arrivera, DAC8 en termes de fiscalité, etc. etc. On ne manque pas d'acronymes en tout cas. Voilà, donc on a tous les acronymes, on régule tous les côtés. Je pense qu'on attend aussi de voir comment va être régulée la finance décentralisée, c'est un peu la prochaine étape. Donc, quand on monte une société, il faut aussi comprendre la réalité du terrain, qui est qu'est-ce que ça prend d'entreprendre en France ou en Europe, quels sont les moyens, puisqu'en plus, historiquement, en Europe, on a quand même moins de capitaux, d'accès au capital que nos amis américains. Donc, si d'un côté, en fait, la réalité finale, c'est qu'on a un marché où il y a énormément de fonds, donc de capital pour innover et entreprendre, avec vraiment des cadres réglementaires qui poussent à l'innovation,
et que de l'autre côté de l'Atlantique, on a tout l'inverse, moins de capitaux et plus de réglementation, forcément, on crée un environnement qui n'est pas compétitif. Et donc, on a des sociétés qui vont évoluer avec un taux de croissance faible et des sociétés qui vont évoluer avec un taux de croissance extrêmement élevé. Et après, la réalité, c'est que quand une boîte pèse quelques milliards et qu'elle arrive en France ou en Europe, c'est soit pour elle très facile de détruire la compétition ou de la racheter, tout simplement. Et donc, si demain, l'enjeu, je pense, aux yeux des politiques et des régulateurs et autres, c'est comment... Enfin, il y a un enjeu de souveraineté. Et si demain, on veut créer des leaders mondiaux dans ces domaines-là, là, il y a le point d'attention. Attention à ne pas trop réguler. Et c'est pas pour rien qu'on en est arrivé à ce stéréotype de dire que les Américains innovent, les Européens régulent et les Chinois copient. Et ça a tendance à changer quand même. Les Asiatiques commencent à pas mal. Voilà, en plus maintenant les Asiatiques. Donc si on est le dernier un peu de la classe, c'est mal barré. Mais justement, avant Trump, on voyait, alors je sais pas, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais on voyait quand même pas mal de sociétés qui faisaient le mouvement États-Unis-Europe. Depuis l'élection de Trump, est-ce que vous ressentez le mouvement inverse, soit des sociétés américaines qui étaient venues en Europe repartir, ou des sociétés dont les fondateurs sont européens partir ailleurs ? Peut-être pour reprendre d'abord le premier sujet, c'est qu'effectivement, nous, on était très contents d'avoir MiCA qui vient réguler au niveau européen l'intégralité des cryptoactifs. Par contre, c'est vrai qu'il y a une multiplication de la réglementation qui fait qu'aussi, on ne sait même plus comment appliquer la réglementation aux acteurs de la crypto parce qu'on a envie de leur appliquer un peu tout. Donc ça, c'est plutôt un message. C'est aussi, on a besoin de clarification pour justement favoriser l'innovation parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a quand même beaucoup de flou. Sur les stablecoins, on en a parlé, mais la finance décentralisée, on a encore beaucoup de flou. On a beaucoup d'interrogations. Et ce qui fait que quand on essaie, parce que c'est notre métier de conseiller les entreprises pour qu'elles puissent innover dans un cadre sécurisé, c'est très difficile. Et donc ça, moi je pense qu'au-delà de la multiplication des réglementations, c'est le flou artistique qu'on a en ce moment en réglementation qui fait que c'est très compliqué de donner un peu de certitude sur le marché. Et quand on n'a pas de certitude, on ne peut pas avancer, on ne peut pas innover. Parce que l'exemple, tu parlais des US, mais ils viennent de réguler, là, même avec Trump, ils ont régulé avec le Genius Act et le Clarity Act. Donc on va avoir une réglementation, elle est plus ou moins similaire à MiCA, un peu moins exigeante évidemment parce qu'on est aux US, mais c'est quand même plutôt équivalent. Mais par contre c'est clair. Et donc ça, c'est ça qui apporte de la certitude aux entrepreneurs et qui va permettre l'innovation. Nous, c'est ça qu'on attend aussi du côté avocat, du côté conseil, c'est un peu plus de précision. On travaille beaucoup avec les autorités. Nous, c'est l'approche qu'on a au sein du cabinet de Gaulle Fleurance. On travaille avec les autorités, on travaille avec elles et on essaye de trouver des solutions. Par contre, on a besoin un peu plus de clarté. Là, c'est vraiment compliqué. Il y a trop de réglementation, il y a trop de superpositions, de surcouches de réglementation qui viennent vraiment compliquer tout le marché et qui peuvent être un frein à l'innovation. Vous avez parlé de la Travel Rule, TFR, je crois, l'acronyme. Parce que même moi, je m'embrouille un petit peu là-dedans. Si je dis pas de bêtises, une des spécificités, c'est de vérifier que quand on retire ses fonds d'une plateforme, on est bien le possesseur du wallet vers lequel on va retirer ses fonds. Du coup, ça vous concerne, j'imagine. Comment est-ce que ça se met en place et comment ça concerne vos utilisateurs? Et est-ce que c'est l'enfer à mettre en place ou est-ce que c'est au final pas si compliqué que ça? C'est un bon point et je rebondis juste sur un petite réponse annexe, mais je suis récemment tombé sur le résultat d'une étude là, qui faisait une comparaison entre les UK et TFR en France et en Europe. Et justement, pour faire le pont avec le flou un peu réglementaire et le manque d'accompagnement qu'on a sur ces sujets-là, la résultante étant qu'au UK, on avait 90 à 100% des CASP, enfin équivalents, qui étaient TFR compliant, alors que nous, on est a priori à peine à 50%, voire moins, de tous les acteurs qui devraient techniquement répondre à cette exigence-là, qui le font réellement. Donc voilà, il y a une vraie dissonance entre ce qu'on nous demande de faire, ce qui est réellement applicable et du coup ce qui est appliqué. Parce que c'est moins compliqué au UK ou c'est quoi Alors je sais pas, parce que je connais, en toute transparence, je connais mal le régime anglais, mais je pense qu'ils ont eu peut-être au début, ils n'étaient pas d'exigence. Ensuite, quand ils les ont eu, ça a été plus clair et ils ont été accompagnés. Je sais qu'il y a eu une période d'accompagnement assez rigoureuse. Nous, on nous a dit TFR, c'est plus ou moins ça, go, et en plus, techniquement, vous vous débrouillez pour le faire, quoi. C'est un peu ça. Et donc, pour entrer dans ce détail-là, on parlait tout à l'heure sur MiCA d'un gros travail avec Julie et son équipe et nous, de dire comment est-ce qu'on
parce que nous, notre travail chez Bitstack, c'est d'optimiser l'expérience client, c'est d'offrir la meilleure expérience client. Et le travail avec De Gaulle Florence, ça a été aussi de le faire en étant conforme. Et je pense qu'on a fait un très bon travail pour réconcilier les deux et s'assurer qu'on ait toujours une expérience optimale, tout en étant conforme. Et sur TFR, je peux malheureusement pas dire que c'est le cas. Parce que aujourd'hui, ce qui nous est exigé est très difficile en réalité, en pratique, de le faire. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas uniquement de vérifier qu'on est bien le possesseur, c'est juste de vérifier l'identité de la contrepartie. On n'est pas obligé d'être le possesseur du wallet destinataire, du portefeuille destinataire. Mais aujourd'hui, entre le fait que toutes les contreparties doivent être donc des acteurs agréés qui utilisent plus ou moins les mêmes technologies pour vérifier et envoyer et collecter les données d'identité client, ça crée un genre d'écosystème fermé. Il faut que tout le monde le fasse pour que ça fonctionne. S'il y en a un qui le fait, ça ne fonctionne pas, puisque du coup, on va commencer à se blacklister entre nous. Enfin, il y a des choses qui sont en fait en pratique très compliquées à faire. Et en plus de cela, si vous envoyez donc, ce qu'on appelle donc il y a la partie, j'envoie une contrepartie agréée à une plateforme pour un client pour qu'il visualise. Par contre, si vous envoyez, vous retirez pour le mettre sur des wallets non custodiales, donc des wallets privés, si on peut dire ça comme ça, vous envoyez sur une clé Ledger à vous ou à quelqu'un d'autre. Ben là, comment est-ce que vous pouvez vérifier l'identité client d'une contrepartie qui est par nature décentralisée ? Si c'est vous, on va vous demander, alors on a vu plusieurs schémas, de faire des signatures cryptographiques. Alors, est-ce que monsieur et madame tout le monde sait faire une signature cryptographique avec sa clé privée ? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Même moi, je me mettrais un tuto devant pour le faire, pour être honnête. Il me semble avoir vu, moi, un moment où je devais juste valider, vérifier que j'étais bien le possesseur. C'est une des trois solutions, mais qui est techniquement celle qui... Moi, a priori, elle ne répondait pas à l'exigence sans conformité, parce que juste cocher une case pour dire je suis bien le détenteur de ce wallet, c'est à titre déclaratif et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce que tout le monde a adopté plus ou moins. Mais à la base, on nous a demandé d'avoir soit des solutions vraiment techniques d'un point de vue réglementaire ou techniques d'un point de vue blockchain, donc des signatures cryptographiques. Personne n'a mis ça en place parce que personne va être en mesure de le faire. Après, il y a eu aussi des choses envoyées. On a vu des plateformes demander à leurs clients d'envoyer des screenshots de leur dashboard, de leur wallet, de leur ledger. Enfin voilà, donc très sécurisé en termes de données. Très sécurisé. Ben voilà, mais même sans parler de ça, tu remontes un bon point qui est en termes de données, c'est-à-dire d'envoyer toutes les données clients à des plateformes étrangères. Voilà, parce qu'en fait, on doit s'échanger toutes les données clients. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est-à-dire vous, chez Bitstack, vous devez, quand quelqu'un envoie chez Coinbase, vous faites quoi ? Vous faites un appel, en API, ou quelque chose d'automatique qui vérifie que le compte correspond bien, que c'est le même client, c'est ça ? Oui, plus ou moins. C'est ça. Alors, il y a des solutions qui ont émergé sur le marché pour pouvoir... D'ailleurs, c'est très intéressant pour eux, puisque la réglementation leur a créé un marché où il y a un monopole sur le marché, parce que en plus, avec une proposition de valeur, où si tout le monde utilise la même technologie, c'est cool, ça va fonctionner de manière assez... je parle d'un point de vue back-office pour les entreprises, de manière assez simple. Par contre, si pas tout le monde utilise, on s'envoie quoi, les informations par email ? Et puis si jamais il y a une fuite de données, toutes les infos sont au même endroit. Toutes les infos sont extrêmement sensibles. Voilà. Donc, il y a plein de... on le soulève en parlant, il y a plein de points qui sont un peu flous, d'un point de vue vraiment pratique. Mais concrètement, pour te répondre, c'est effectivement ça l'exigence, en tout cas, qui est demandée. C'est de se transférer les informations liées à l'identité du client lorsqu'on envoie des cryptoactifs sur une autre contrepartie. Ouais, mais ça, c'est tout le sujet de TFR. C'est que déjà, il est rentré en application en même temps que Mika. Alors que, il n'y avait personne qui était Mika compliant. Il y a aussi TFR qui est rentré en application en même temps. Voilà, c'est toute cette agrégation de réglementation qui n'est pas facile à assimiler pour les acteurs. Ça, je le conçois. Et TFR, donc le règlement TFR, découle aussi de toute une logique qu'on avait dans les services de paiement qui vient s'appliquer à la crypto, sans peut-être qu'il y ait eu un peu de tests techniques ou même d'interrogation des acteurs, je pense, ou en tout cas pas suffisamment pour savoir comment on va le mettre en place. Il aurait peut-être été utile d'avoir, je sais pas, une sandbox, de tester un petit peu, un peu plus, ou d'avoir une période de transition aussi sur TFR, ce qui n'a pas été le cas comme pour Mika, pour justement qu'on comprenne et qu'on arrive à mettre en place quelque chose de logique. Parce qu'en tant que tel, c'est pas aberrant qu'on demande de vérifier l'identité des personnes qui vont recevoir les cryptos. Dans une logique de lutte anti-blanchiment, c'est assez logique. Par contre, c'est la façon dont ça a été fait et la façon dont on doit le mettre en œuvre sur lequel on a quand même
peu de feedback actuellement, parce que aussi les autorités sont les mêmes victimes que nous en termes de réglementation. Hein. Parce qu'elles aussi, elles reçoivent les réglementations et doivent les mettre en œuvre et elles ont les mêmes problématiques que nous. Mais effectivement, là, c'est vraiment le gros problème de TFR, c'est que c'est très difficile à appliquer pour l'instant, d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel. Les autorités, elles ne sont pas totalement fixées. Même au niveau européen, on n'a pas trop d'harmonisation. Voilà. Donc, voilà. Et alors, qui fait les règles ? Enfin, personne n'est consulté ou... Si, mais c'est toujours l'idée de régulation et comment on va créer les règles. Il y a forcément des décalages et il y a des ajustements qui sont en train d'être faits. On travaille notamment avec la DAN. Il me semble que Bitstack aussi travaille avec la DAN, qui est une association en France et européenne sur les cryptoactifs, pour trouver un juste milieu d'application de TFR, quelque chose de logique, de cohérent, pour que tous les acteurs puissent s'y retrouver, tout en garantissant d'une part la sécurité des données, parce que c'est quelque chose quand même de très important, surtout quand on parle de données financières, mais aussi la lutte anti-blanchiment, parce que c'est quand même l'objectif premier de TFR, c'est de vérifier l'identité des personnes. Et je ne sais pas si tu vas pouvoir nous le dire, mais à peu près en pourcentage de personnes dans l'équipe qui travaillent sur ces sujets de régulation, parce que bon, l'objectif d'une boîte quand même, c'est de développer ses produits, ses services et de gagner de l'argent, quoi. Ça représente combien de personnes à temps plein ou à temps partiel, et combien est-ce que ça coûte à peu près dans des fourchettes, voilà, pour se donner une idée. Alors, je ne sais pas si ma réponse s'appliquera à tout le monde. Pour une boîte comme nous, parce que ça dépend du stade. Aussi, vous êtes combien de personnes déjà d'ailleurs Nous, on est une trentaine de collaborateurs aujourd'hui, mais pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, on était une dizaine il y a un an et on sera certainement le double l'année prochaine, donc c'est en constant mouvement. Mais je pense qu'à notre stade, et en fonction du nombre de licences et d'agréments qu'on détient aussi, puisqu'aujourd'hui nous on est uniquement un acteur agréé MiCA, mais si demain on vient ajouter d'autres agréments, et la réponse sera pas la même, mais aujourd'hui c'est au moins 25% des effectifs qui sont dans l'équipe conformité. C'est énorme. Voilà, donc un quart, c'est assez important. Et surtout au début, quand on veut investir principalement sur le produit et l'acquisition client, pour des boîtes B2C comme nous, c'est le nerf de la guerre. Mais dès le début, il faut venir staffer ces équipes conformité pour répondre à toutes ces exigences-là. Et en termes de coûts, il n'y aura pas de chiffres concrets, mais pour donner une idée, parce que de toute façon c'est difficile de répondre, parce que c'est un investissement financier et aussi en mois hommes. Alors déjà, il y a l'investissement, on peut le diviser en deux parties. Il y a l'investissement donc sur les deux volets pour l'obtenir, et après finalement il y a un investissement continu qui doit être fait pour pouvoir répondre à ces exigences-là tout au long, on en parlait avant, de la durée de cette relation finalement qu'on va avoir avec les régulateurs, et pour continuer à détenir l'agrément et ne pas le perdre. Finalement, c'est aussi une possibilité pour des acteurs qui ne seraient pas sérieux. Donc pour l'obtenir, déjà il faut s'accompagner, d'après moi, d'un conseil. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à démarrer notre relation avec le cabinet de Gold Florence. Idéalement un bon cabinet, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de travailler avec eux. Pourquoi ? Parce que en fait, même si la conformité reste quelque chose que par exemple chez nous on a internalisé, la mise en place des procédures et le déploiement de ces procédures-là et de ces dispositifs, on le fait nous-mêmes. Mais on le dit avant, il y a des réglementations qui tombent un peu du ciel, on va dire, pour en faire une image. Et il faut les interpréter, il faut les comprendre. Et il y a toute une multitude de textes de loi à lire et à interpréter. Et ensuite même, et c'est là où il y a beaucoup de sessions de travail entre notre conseil et nous, c'est aussi comment on le met en application. Parce que voilà, il y a du texte noir sur blanc, mais après il faut aussi qu'il y ait une réalité opérationnelle. Donc là, il y a un coût qui est pas négligeable. Et ensuite, il y a un investissement sur les capitaux propres. Donc là, il y a qui est chiffré pour le coup. Là, c'est un investissement sur lequel on ne peut pas déroger. Donc en fonction de la taille de l'activité de l'entreprise, le régulateur va demander à ce qu'il y ait des fonds qui soient entre guillemets bloqués. Voilà, donc ça c'est le deuxième volet. Et le troisième, c'est tous les investissements qui sont faits sur les moyens techniques et opérationnels pour répondre à ces exigences-là. On a parlé d'un audit de cybersécurité. Donc il faut soit mettre à niveau ces dispositifs de cybersécurité ou le renforcer, enfin en fonction de là où on en est, pour passer ensuite un audit, mine de rien, qu'on doit faire valider. Et il faut aussi renforcer tous ces dispositifs, donc cybersécurité, fraude, on en parlait juste avant, conformité, LCBFT, etc. Voilà, donc ça c'est sur la partie financière. Et après en mois homme, il faut chiffrer le nombre de personnes qui bossent sur tous ces sujets-là. Donc en l'occurrence, c'est pas uniquement son équipe conformité, on parlait de 25% de l'effectif, mais en fait en réalité il y a toute l'entreprise qui bosse sur un dossier d'agrément. Il y a les dirigeants,
Ça a pris beaucoup de temps de mon temps, de mon cofondateur qui est aussi directeur technique, et donc toute son équipe technique a été impliquée dans le processus pour mettre à niveau les dispositifs de sécurité, de conservation d'un point de vue opérationnel, puisque c'est aussi eux qui construisent toute la plateforme et toute la technologie derrière. Et donc là, c'est inchiffrable, mais c'est énormément de temps. Et pour quand même donner un point positif, toute l'ambition et l'enjeu de tout ça, c'est que ça devienne un atout stratégique pour la boîte. C'est pour ça qu'on le fait. Pas faire que le... C'était juste pour s'amuser, en fait. Que pour se plaindre et que pour s'amuser. On va faire le côté un peu positif quand même après. On va mais c'est important que les gens réalisent quand même l'investissement. Et je pense que les deux messages qui en découlent, c'est que, pour les sociétés qui, comme Bitstack, font le choix de rester en France et de s'investir en France et en Europe, c'est un vrai choix. C'est un vrai investissement. Et donc, à minima, j'ai envie de dire, c'est un peu le tampon de reconnaissance d'avoir fait ce choix-là. Et deuxièmement, il y a quand même des vraies portes stratégiques qui s'ouvrent. On a parlé de l'expansion à l'international. Il y a quand même, et on l'espère, ce gage de confiance qui est reconnu par les clients, même si je pense que pour le grand public, ils ne sont pas forcément encore très bien familiarisés sur ces sujets, mais on pense que à terme, ça sera vraiment une distinction forte entre, il y a des acteurs qui sont sur liste blanche agréés et des acteurs qui sont sur liste noire, et c'est à vos risques et périls. Et aussi envers, après, là au sens plus large, ces actionnaires, on en parlait avant, ces partenaires technologiques, partenaires bancaires, institutionnels, pour ceux qui travaillent avec des acteurs de la finance traditionnelle. Donc voilà, il y a quand même plein de côtés positifs, mais il faut comprendre que c'est les deux poids de la balance. Et alors, tu peux nous donner une fourchette à peu près? Non, je ne peux pas donner une fourchette. Alors, je peux déjà dire que c'est forcément plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec un coût annuel aussi récurrent, comme tu disais. Voilà, là je parlais vraiment déjà effectivement uniquement pour l'obtenir, voire ça peut dépasser le million d'euros, encore une fois en fonction de la taille de la société, puisque c'est proportionnel à son activité. Et de la même manière, annuellement, ça va être aussi les mêmes chiffres en fonction de la taille de la société. Donc c'est un vrai investissement. Donc on voit une société demain qui va lever 1 million d'euros, elle ne pourra jamais le faire. Enfin, ça c'est une réalité. Pas comme des sociétés comme nous avons pu le faire, parce qu'on a eu peut-être cette vision-là de se dire il faut attaquer ce marché de manière progressive, avec un enregistrement, ensuite une montée en puissance sur finalement 3-4 ans. On a eu cette opportunité-là, nous, par exemple. 2021, l'enregistrement PSAN, 2025, l'agrément. Là, il y a encore une petite porte pour les acteurs enregistrés de continuer à investir de manière progressive jusqu'à juin 2026. Mais après juin 2026, un acteur qui va vouloir s'introduire sur le marché, il va devoir faire une demande d'agrément MiCA. Il faut sortir 1 million d'euros de sa poche. Donc voilà. Et après, il faut pouvoir financer la société sur un modèle qu'on n'a même pas encore prouvé s'il était rentable ou s'il fonctionnait, si on répondait à besoin. Donc voilà, d'un point de vue entrepreneurial, c'est vraiment ça l'enjeu pour les entrepreneurs de demain. Et après, pour nous, c'est sûr, il faut le voir d'un côté positif, on est de l'autre côté de la barrière. Donc ça fait une vraie barrière à l'entrée sur un marché avec un vrai verrou réglementaire. Donc nous, on est contents et on a voulu vraiment se positionner comme un leader catégorique grâce à la réglementation et aussi la proposition de valeur qu'on a créée, c'est ce qui plaît aujourd'hui à tous nos clients. Et c'est un peu, ça a été la lecture qu'on a fait du marché et pour ça qu'on a avancé dans ce sens-là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bitstack, du coup, est le premier acteur agréé MiCA, on va dire une full licence MiCA, parce que les deux premiers, Going et Deblock, étaient en fast track, donc en procédure accélérée. Donc Bitstack a dû, ça explique aussi pourquoi il y a eu un coût important et aussi un temps important à consacrer. C'est qu'en fait, on était les premiers. Donc évidemment que c'est un peu plus difficile quand on est les premiers, on ouvre les voies. Voilà, on parlait de la ségrégation, on a dû discuter avec les autorités pour trouver une solution qui maintenant on peut appliquer facilement à l'ensemble des nouveaux acteurs. Donc il y a aussi cette idée-là, c'est que quand on est les premiers, ça coûte un peu plus cher, ça prend un peu plus de temps. Par contre, on a un vrai atout une fois qu'on l'a obtenu, ce qui est le cas de Bitstack, je pense. Mais effectivement, obtenir un agrément MiCA, je le disais au début, c'est un agrément quasiment bancaire. C'est vraiment quasiment la même chose. Donc n'importe qui ne peut pas l'obtenir. Il faut mettre les moyens et il faut l'avoir en tête avant de se lancer, effectivement. 25%, tu disais, des effectifs en moyenne qui étaient dédiés à l'obtention de cet agrément. Est-ce que c'est un chiffre à peu près que toi, tu constates dans les autres entreprises que vous accompagnez? C'est difficile à dire parce qu'effectivement, ça dépend de la taille de l'entreprise. Nous, on accompagne des startups. Going qui a obtenu son agrément, ils étaient une dizaine. Et là, on était un peu sur les mêmes chiffres, mais sur des plus grosses boîtes qui ont déjà... on accompagne aussi des banques privées, on accompagne Circle, qui est un gros mastodonte. On n'est pas sur les mêmes chiffres. Mais par contre, la compliance reste un atout clé et un acteur clé de la conformité et de l'obtention de l'agrément MiCA, ça c'est certain. On a parlé pas mal des aspects un peu négatifs, entre guillemets, ou problématiques de cette régulation et de l'agrément MiCA.
On va parler un petit peu du positif. Maintenant, tu parlais d'expansion à l'international et en Europe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Par quel pays est-ce que vous allez démarrer? Les francophones, j'imagine, peut-être, en début. Et puis après, c'est quoi l'objectif? C'est vraiment d'être présent dans toute l'Europe? Alors nous, notre mission, c'est de démocratiser le Bitcoin au plus grand nombre de personnes, donc ça part de là, avec un premier point d'entrée qui était la France, et avant de parler de l'expansion internationale, c'est un marché sur lequel on va continuer d'investir de manière significative parce que c'est notre marché, c'est notre plus gros marché par définition. On est aussi très optimiste sur ce marché-là, ça reste un des 3 plus gros marchés européens. Et après, il y a aussi un côté un peu français qui veut que les Français épargnent et protègent leur épargne avec le Bitcoin. Donc voilà, c'est un sujet qui me touche aussi. Maintenant, l'ambition, elle est effectivement européenne. MiCA, c'est le tremplin vers l'Europe. On a cette porte qui est ouverte un peu de manière effective, de manière immédiate. Maintenant, il faut enclencher cette procédure de passeportage, qui est une notification grosso modo. Julie pourra en parler un peu plus. Mais nous, l'ambition, c'est ça, c'est de s'étendre sur toute l'Union européenne de manière progressive, encore une fois, parce qu'il faut aussi, il y a un côté entrepreneurial, il faut savoir monter son business de manière assez intelligente. Donc, la réponse courte, c'est Bitstack, non, ne sera pas disponible dans toute l'Union européenne demain. En revanche, il y a plusieurs marchés qu'on étudie, plusieurs marchés sur lesquels on effectuera des tests, parce qu'il faut aussi comprendre comment est-ce que sa proposition de valeur résonne avec chaque population. On le sait, je ne parle même pas uniquement de la crypto, que la complexité en Europe, c'est de s'adapter aux différences sociales et culturelles de chaque pays. La langue, les habitudes autour de des habitudes financières, les pouvoirs d'achat, qui peuvent être quand même assez, de manière importante, différente entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, par exemple. Voilà, donc il y a toute une multitude de facteurs qu'il va falloir qu'on teste. En revanche, effectivement, il y a des marchés sur lesquels il y a plus d'appétence de manière organique. On le sait, par exemple la Belgique, parce qu'aujourd'hui on pouvait faire, sans être présent en Belgique, les gens peuvent découvrir Bitstack sur Internet et utiliser nos services. Et donc la Belgique francophone était un marché assez évident. Et donc, est-ce que demain, on va s'y pencher de manière plus proche, de plus près et plus agressive? Peut-être, et certainement. Mais il y a d'autres marchés intéressants. On voit que les Pays-Bas, il y a des gros acteurs aussi qui sont déjà présents parce que les Néerlandais ont une appétence pour la crypto. L'Allemagne est un gros marché en Europe de manière générale, compte tenu de sa taille. Et après, il y a toute l'Europe du Sud qui est assez pro-crypto par rapport justement au train de vie qu'ils peuvent avoir et aux complexités économiques qu'ils ont, mais en même temps qui ont un pouvoir d'achat plus faible. Et avec le trade-off inverse, côté Europe du Nord, où il y a des pouvoirs d'achat importants, mais peut-être moins d'appétence pour la crypto. Donc voilà, il n'y a pas de réponse évidente. On va faire pas mal de tests. Je pense qu'en 2026, on verra des annonces autour de ça, parce que mine de rien, l'année 2025 se clôture rapidement. Je pense qu'on aura pas mal de belles choses existantes à annoncer 2026 sur le début de l'expansion internationale sur Bitstack, et qui sera un projet de toutes les années suivantes, quoi. Vous avez déjà des concurrents européens qui font la même chose que vous? Pas exactement, c'est là où on est hyper optimiste, c'est que je pense que le créneau, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a trouvé en France, il est assez unique, et c'est un modèle qu'on souhaite répliquer sur tout le reste de l'Union européenne. Donc qu'est-ce que c'est que notre modèle et notre proposition de valeur? C'est d'avoir rendu l'épargne en Bitcoin extrêmement accessible à tous, notamment avec, on en parlait au tout début, cette mécanique de l'arrondi automatique qui crée un vrai point d'entrée très simple, même un peu ludique, pour investir de petites sommes sans prendre trop de risques sur cette nouvelle classe d'actifs, et donc en l'occurrence le Bitcoin. Et après, derrière, une expérience et une ergonomie de l'application très simple. Vraiment, encore une fois, on le voit, on a des utilisateurs qui vont de 18 ans à plus de 70 ans, parce que ça parle un peu à tout le monde, et finalement tout le monde a entendu parler du Bitcoin et de ses bienfaits et de ses caractéristiques clés. Donc tout le monde a envie d'acheter du Bitcoin pour mettre un peu d'épargne de côté, et que son épargne se valorise. Et donc Bitstack, on a ouvert cette porte d'entrée à beaucoup de gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense, sur lequel il y a un vrai créneau à prendre dans tous les marchés, parce qu'en fait, on ne s'adresse pas, et c'est ça la conclusion importante, à la même cible que nos concurrents. La cible de Bitstack, c'est l'utilisateur, c'est la personne qui a entendu parler du Bitcoin, peut-être voire pas beaucoup plus dans la crypto, on sait juste que beaucoup de gens ont entendu parler du Bitcoin, et qui a jamais franchi le premier pas, parce que cette personne-là, elle ne sait pas quoi acheter, ok, le Bitcoin, ce qu'on a entendu parler, quand, comment,
sur quelle plateforme, etc. Combien investir, voilà. Donc toutes ces questions-là, et en fait nous c'est un peu bête, j'ai envie de dire, mais intelligent en même temps, c'est qu'on a enlevé toutes ces barrières à l'entrée-là. On vous dit, en fait, vous posez pas de questions, vous investissez sur Bitcoin qui est maintenant, le marché a bien compris, différent de tout le reste en termes de proposition de valeur. Deuxièmement, en fait, vous n'avez pas besoin de vous dire combien investir. On vous aide à dégager de l'épargne, notamment avec l'arrondi, où vous nous dites un plan d'épargne sur lequel vous êtes à l'aise, donc 10 € par jour, par semaine, par mois. Vous contrôlez tout. Vous l'arrondi, mais pas que ça. Mais pas que ça. D'autres choses. Voilà, vous pouvez épargner de manière récurrente et investir. Vous pouvez acheter du Bitcoin instantanément, le revendre instantanément. Donc voilà, on a rendu ça hyper simple. Et les gens n'ont même pas besoin de définir de montant ou voilà s'ils font l'arrondi en l'occurrence, que c'est la plupart de nos clients démarrent avec l'arrondi en tout cas. Et après, une fois qu'ils deviennent plus adeptes du sujet, qui sont un peu plus en confiance, là ils rajoutent un plan récurrent. Donc, comme je disais, on peut aussi mettre 100 € tous les jours par exemple, si on veut vraiment épargner en Bitcoin. Voilà, donc c'est un peu le parcours type et c'est 70% de nos clients. 70% des utilisateurs de Bitstack sont des primo-accédants. Donc ils achètent du Bitcoin pour la première fois grâce à Bitstack. Donc nous, on est vraiment venu agrandir la taille de la pizza, la taille du marché, et vraiment démocratiser, et c'était notre mission. Versus en fait ce qu'on observe chez nos concurrents, qui est que tout le monde se fait la compétition pour la même cible, qui est le trader amateur dans la crypto. Les gens qui cherchent une plateforme avec très peu de frais, une multitude d'offres de crypto-monnaies, et un côté un peu performance pour aller faire du gain. Sauf que nous, notre vision, c'est une cible niche. Il n'y a pas tout le monde qui se prétend amateur trader. C'est d'ailleurs statistiquement une très mauvaise idée, puisque 99% des gens perdent de l'argent, il faut le rappeler, versus une vision grand public et pour nous responsable, qui est d'avoir un horizon de temps long et de se constituer une épargne, puisque ça c'est important dans la vie, pour financer ses objectifs de vie, et avec aujourd'hui un choix catégorique sur le Bitcoin comme la meilleure façon de protéger son épargne dans la durée, pour que dans 20 ans, si quelqu'un veut s'acheter une maison, financer l'avenir de ses enfants, sa retraite, etc., il peut se constituer un vrai capital qui se sera valorisé et qui se sera protégé de l'inflation et de la dévaluation constante des monnaies, quoi. Donc c'est voilà, ce créneau-là et ce message-là, on le porte de manière assez forte et on pense qu'il est assez unique et c'est celui qu'on veut répliquer dans toute l'Europe. Et est-ce qu'il y aura d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin présent sur Bitstack à terme ? Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis les débuts de Bitstack, parce que comme on a fait un choix très, très tranché d'offrir uniquement du Bitcoin, je comprends que... Mais est-ce que c'est une demande d'ailleurs de certains de vos utilisateurs ou pas ? Alors c'est une bonne question, c'est assez intéressant parce que au tout début de Bitstack, je pense qu'il y avait déjà une compréhension qu'il y avait une différence entre Bitcoin, Ether et le reste. Donc les gens ne nous demandaient pas réellement d'ajouter beaucoup d'autres choses, mais il y avait un débat sur l'Ethereum, enfin sur l'Ether. De manière intéressante et bizarrement, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc tu vois, est-ce que c'est lié au fait que Ether a pas eu les mêmes performances que le Bitcoin et que le marché a, de manière un peu plus tranchée, dit Bitcoin c'est ultra sound money, 21 millions décentralisé, il n'y a pas d'entité centrale, et Ethereum où il se passe plein de choses un peu farfelues, même s'il y a une proportion de valeur et un écosystème qui évolue autour de ça, mais est-ce que c'est vraiment une réserve de valeur stratégique, comme un peu le disent les Américains ? C'est pas sûr. Donc voilà, le prix l'a reflété, l'adoption du marché globalement l'a reflété aussi, et du coup on le retrouve moins dans le grand public. Par contre, il y a un autre sujet, c'est les stablecoins. Les stablecoins, à l'inverse, je pense que c'est un des autres que le Bitcoin, potentiellement d'après moi, le seul en tout cas à date, autre crypto-actif, si on peut dire ça comme ça, qui a eu un cas d'usage. Enfin voilà, il ne faut pas le nier, il y a les chiffres le démontrent, notamment avec Tether, qui est, même s'ils ne sont pas en Europe, ça représente 80% du marché des stablecoins. C'est une boîte qui fait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un des plus gros acheteurs, voire le plus gros acheteur de bons du Trésor américain, parce qu'ils backent l'émission de USDT au moins à un certain niveau, on ne sait pas exactement, mais avec des bons du Trésor américain et de l'or. Donc voilà, il y a un vrai marché parce qu'il y a cette demande de liquidité. Les gens veulent de l'USD stablecoin, donc soit de l'USDT, soit de l'USDC avec Circle en Europe, ou de l'EURC petit à petit, même si c'est en réalité très niche. Pourquoi ? Parce que ça permet de fluidifier les transactions, d'accéder à la finance décentralisée, d'aller chercher du rendement
etc. L'évolution de l'argent, de la monnaie en quelque sorte. C'est de la monnaie fiat mise sur la blockchain, en fait, grosso modo. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Je suis une personne lambda, je vois ce que c'est mon compte avec des euros. C'est des euros, mais mis sur de la finance décentralisée et avec lequel je peux accéder à des nouveaux produits et des nouveaux services financiers. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, nous, pour faire le pont avec Bitstack, c'est un sujet effectivement qu'on étudie depuis longtemps, parce qu'on étudie quand même tous les sujets, on est assez attentif à tout ce qui se passe, avec une approche conservatrice par contre. Et les stablecoins, maintenant qu'il y a un vrai cas d'usage, c'est effectivement un sujet, je peux dire, qu'on étudie de manière assez attentive. Encore une fois, si on fait le point avec la réglementation, comme elle s'éclaircit notamment aussi sur ces sujets-là, on se sent potentiellement plus serein d'ajouter quelque chose qui, répond à une vraie problématique client, et deux, dans lequel on peut fournir un service dans un cadre régulé. Donc ça reste une réponse floue, je t'ai pas dit oui ou non, mais on regarde le sujet. Ouais. J'allais dire c'est intéressant les stablecoins parce que les émetteurs reversent un pourcentage des rendements à leurs utilisateurs, mais pas en Europe en fait, c'est interdit. Ah c'est interdit, oui. J'allais dire oui. Alors il y a grâce au staking, à la finance décentralisée, il y a des solutions qui existent. On a aussi le bridge de certains stablecoins qui est possible. Enfin, là on rentre peut-être un peu trop dans le détail, mais effectivement il y a le sujet du rendement qui est bloqué. En Europe, et ça pour le coup c'est la même chose sur la monnaie électronique, donc ça va être compliqué de faire bouger les lignes, à voir en fonction de comment aux US ils appliquent ça, parce que si les US ouvrent totalement le marché du rendement, est-ce qu'en Europe c'est pas quelque chose qui va permettre d'être autorisé? Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Parce que toi tu travailles avec Circle, enfin tu travailles avec Circle chez De Gaulle Florence, tu parlais de Tether. Donc EURC, c'est l'euro de Circle. Ouais. C'est l'euro de Circle, le stablecoin. Tether a fait le choix de ne pas se réguler, en tout cas officiellement pour le moment, en Europe. Notamment parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de rendement sur leurs réserves, parce qu'à chaque fois si, sur leurs réserves, ils peuvent avoir des rendements, bien sûr. C'est qu'ils ne peuvent pas le reverser aux utilisateurs. Exactement. Oui. Tout le business des émetteurs de stablecoin, c'est effectivement d'investir leurs réserves. Ce que veut pas Tether, c'est que quand on est en Europe, il est exigé qu'on divulgue aux autorités notre politique d'investissement de la réserve. Ce que veut pas faire Tether. Ce qui n'est pas un gage de transparence d'ailleurs, au passage, pour les utilisateurs. Le choix de Circle, ça a été de se mettre en Europe, et donc ils investissent la réserve en Europe. On est à plusieurs milliards aujourd'hui en dollars qui est investi au sein de l'Union européenne, et on doit divulguer la politique d'investissement, ce qui est un gage de sécurité pour les utilisateurs de l'USDC et de l'euro. Ce qui est différent au sein de l'Union européenne, c'est qu'il y a une obligation de réserve en cash qui est assez importante, qui peut aussi avoir des impacts au niveau bancaire assez importants, parce qu'on ne peut pas mettre effectivement toute une réserve de plusieurs milliards dans un seul établissement. Donc il y a aussi ce sujet de concentration, de limite des concentrations des banques, etc. Il y a beaucoup de sujets à traiter pour l'investissement des réserves. Oui, parce que je crois que c'est 60%, quelque chose comme ça, qu'il faut garder en cash, qu'on ne peut pas investir du coup. C'est 30%, au début, et après il y a des exigences complémentaires qui peuvent s'appliquer. Mais du coup, les banques, c'est pas du tout ces montants-là? Ou c'est l'équivalent à peu près des mêmes montants, parce qu'avec les réserves fractionnaires au final... Oui. On est effectivement, ils ont été extrêmement sécurisants sur les réserves des stablecoins, parce qu'il y a aussi, à nouveau, les stablecoins, ça a été régulé par MiCA, donc en 2023 et appliqué en 2024. Il y avait encore un peu de méconnaissance, je pense, des régulateurs, un peu de méfiance vis-à-vis de tout ça. Je pense que ça peut évoluer quand même. D'ailleurs, les régulations de second niveau sur les réserves n'ont pas encore été adopté au niveau européen. C'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on applique quelque chose qui n'est pas encore adopté. Donc c'est assez marrant en vrai à traiter. Mais c'est pas la même chose que les établissements de crédit, parce que les établissements de crédit, leur rôle c'est de créer du crédit. Donc en fait, quand ils émettent de la monnaie, il n'y a pas de réserve. C'est la création de... Ils créent de la dette nulle part. Et en fait, ils ont besoin d'avoir des fonds propres. Par contre, quand ils ont un cash de la réserve, notamment de la réserve de Circle, il faut qu'ils puissent aussi garantir eux-mêmes ces réserves-là. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Mais moi, je trouve que c'est ça le sujet intéressant, c'est qu'on a d'un côté des discours qui étaient plutôt anti-crypto, même aux États-Unis, avant l'administration Trump. Mais quand on voit en fait les rouages de l'écosystème, et que je reviens à ce que c'est l'exemple le plus le plus drôle, je trouve, qui est le plus gros acheteur de T-bill américain. Il y a forcément des discussions derrière les rideaux qui sont importantes, parce que ça devient pratiquement un risque systémique pour le gouvernement américain. On ne peut pas avoir le plus gros acheteur de T-bill, sachant que le gouvernement américain a quand même un énorme enjeu de refinancer sa dette.
et avoir le plus gros acheteur de T-bill et de lui mettre trop de bâtons dans les roues. Donc je pense que c'est intéressant que les gens comprennent aussi que le monde, voilà, c'est pas... Et il y a des vrais enjeux importants et qu'il faut comprendre pourquoi les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'elles sont en surface. ce qui est assez fou aussi, c'est qu'en fait, l'USDT est très utilisé en Asie, en Afrique, et en fait, c'est ces pays-là qui vont aider les États-Unis à refinancer leurs dettes. Certainement, peut-être. C'est vrai. Mais d'ailleurs, à voir, hein, je pense que, notamment parce qu'on disait, enfin Julie, tu le disais tout à l'heure, avec le Genius Act et le Clarity Act, Oui, on disait Tether n'est pas régulé, je pense qu'ils ont dû suivre le sujet de très près, encore une fois, et je pense qu'ils ont tout intérêt, et puis même je pense que son CEO, j'ai oublié là son nom, m'échappe, mais avait quand même dit qu'il n'avait pas l'intention de ne pas se réguler. Donc je pense qu'ils vont aller dans ce sens-là. Je m'imagine qu'aux US, Europe, c'est sûr. mais même aux US, au vont... début, c'était quand même pas clair qu'ils allaient le faire. Ouais. Mais là, il y a quand même une direction, enfin, il y a un alignement. Et encore une fois, avec cette nouvelle administration, bon, ils ont l'air de tous être très contents parce que ça fait gagner tout le monde. Donc, Même en Europe, hein, Tether, ils vont pas totalement exclure le marché européen. C'est juste qu'on ne sait pas encore comment ils vont le faire. l'opportunité est bien trop importante. J'imagine. On va pas laisser tout à Circle. Bon, après, moi, je serais très ravie, hein, mais je pense qu'on va les voir arriver quand même. On parle beaucoup d'achat de Bitcoin, mais on Ouais. peut revendre du coup ces Bitcoins sur Bitstack. Mais pour Exactement. le moment, on revend uniquement contre de l'euro, j'imagine. Il n'y a pas de vente Exactement. contre du stablecoin. C'est aussi peut-être un des sujets que C'est vous ça, et explorez. je fais le pont du coup avec ta question précédente. C'est pour ça que le stablecoin est une des raisons, la raison principale pour laquelle on étudie le sujet, c'est que c'est la demande la plus faite sur Bitstack. C'est en fait quand je revends, j'aimerais pas forcément revendre en euros, j'aimerais potentiellement en fait me hedger et sortir de la volatilité du Bitcoin parce que c'est un moment où j'ai besoin de sécuriser mon argent entre guillemets, mais aujourd'hui, puisqu'il y a une niche entre guillemets un peu fiscale, d'après moi, en convertissant en stablecoin, on repousse l'événement imposable jusqu'au moment où on passe. Mais comme les stablecoins sont en train de devenir de la monnaie électronique, je sais pas, peut-être ça va changer. Oui, il y a tout un débat autour de ça, effectivement. Ça va pas durer très longtemps, mais Voilà. oui, on a une petite niche pendant un petit moment. Donc les consommateurs sont très friands. Enfin, c'est une réalité, il suffit de demander autour des stablecoins pour cette raison-là. En tout cas, au début, de dire ça me permet de sortir sans réellement sortir, si on le dit autrement. Vous pensez que bientôt, quand on échangera du Bitcoin contre des stablecoins, on sera imposé en flat tax? C'est certainement le cas. Honnêtement, c'est difficile à dire Parce que aujourd'hui. moi, j'avais mais... toujours entendu que, que c'était en fait, vu qu'on ne peut pas reporter les moins-values, alors on vous laisse le fait de pouvoir sortir en c'est ce stablecoin. qu'on disait, c'est que là, il y a une augmentation de la réglementation extrêmement forte. On a une position de l'autorité bancaire européenne sur les stablecoins qui a dit les stablecoins euros ou dollars qui sont considérés comme des fonds. Si c'est considéré comme des fonds, ils vont être obligés d'être déclarés. Enfin, on a toute la réglementation relative aux fonds qui va s'appliquer. Je serais très étonnée que le fisc ne s'intéresse pas à ça. Surtout en ce moment. C'est une opportunité manquée de renflouer les caisses. Ça serait très étonnant. Donc là, effectivement, il y a une petite fenêtre effectivement, sur cette niche fiscale. Je serais très étonnée que ça reste très longtemps. Puis en plus, on est en train d'en parler, donc forcément que ça va les intéresser. Non, mais voilà, en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle c'est très demandé. Mais il y en a une deuxième qui persistera. Enfin, encore une fois, on attend plus de clarté, mais c'est ce cas d'usage dont je parlais un peu plus tôt, où les stablecoins permettent d'accéder à la finance décentralisée et d'accéder du coup à des nouveaux produits et services financiers qui ont des rendements qui sont potentiellement supérieurs à ce qu'on peut retrouver dans la finance traditionnelle, ou d'accéder à des produits plus exotiques. Donc ça intéresse forcément un certain type de clients, de par exemple faire des produits d'épargne rémunérés, ou demain de pouvoir aller chercher du crédit, donc faire du collatéral, du prêt, de l'emprunt, etc. Donc voilà, il y a toute une finance centralisée d'un côté de toute façon qui est en train de se monter, et le stablecoin est comme on appelle ça, le on-ramp, le pont pour y arriver. Donc ça, c'est le deuxième partie, et celle qui, même si on tacle un peu la partie fiscale, persistera, je pense. Et donc, pourquoi aussi les gens demandent beaucoup le stablecoin. Voilà, c'est un peu les deux raisons. C'est le côté, je repousse un peu l'événement imposable, je sors pas réellement en euros, voilà, qui c'est peut-être éphémère. Et après, il y a le côté, j'accède à la finance décentralisée, et demain, je peux aller chercher des produits de rendement qui sont potentiellement plus intéressants que son livret A, que son PEL, etc. Et on a aussi toute l'idée peut-être des paiements, parce que c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé avec les plateformes classiques de monnaie électronique, c'est que l'USDC et l'euro C, ça va permettre aussi de faire des paiements beaucoup plus facilement, avec des coûts beaucoup plus faibles et avec une rapidité d'exécution qui est extrêmement rapide. Donc on a aussi tout ce volet. Nous, c'est ce qu'on voit du côté
du côté conseil, on a beaucoup de demandes sur le volet paiement en stablecoin. C'est comment on va créer un écosystème de paiement autour des stablecoins. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et de quel type d'acteurs ? Plutôt bancaires ou on a les deux. Type, On a des nouveaux entrants, des pure players. On a des acteurs bancaires qui s'intéressent énormément à ça, évidemment, parce que c'est quand même très intéressant. Et on a du B2B et du B2C. Donc, on a vraiment tout le volet, le volet paiement s'ouvre vraiment au stablecoin et c'est assez intéressant à suivre et ça va extrêmement vite dans ce domaine-là. C'est ça l'opportunité pour des acteurs, pour tous ces acteurs et du coup des acteurs comme nous, c'est qu'en fait on vient créer un écosystème où demain un client final sur Bitstack par exemple, s'il y a du stablecoin, va pouvoir envoyer de l'argent à n'importe qui si lui aussi supporte des stablecoins et en fait on va avoir un genre de réseau financier parallèle au réseau SEPA, parallèle au réseau CB, parallèle à Visa, Mastercard, tout ça en stablecoin pour moins cher et plus rapide. Et 24 heures sur 24. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec du settlement instantané. Donc c'est extrêmement intéressant et ça je ne l'ai pas souligné, mais il y a un énorme sujet paiement. Donc c'est un peu finance décentralisée, paiement, côté fiscalité pour le moment, mais c'est sur ces sujets et c'est la vision qu'on a de Bitstack, c'est de ne pas être uniquement une app d'épargne à terme, mais c'est un peu cette vision de banque nouvelle génération qu'on souhaiterait créer et en fait créer la finance de demain qui est moins chère, plus inclusive, plus rapide, qui t'amène à des produits financiers plus performants, tout ça pour en fait prendre le contrôle de son argent et financer son avenir, quoi. Bientôt, potentiellement, comme sur Coinbase avec Morpho, la possibilité de faire des prêts en stablecoin backés par, je sais pas. Par du Bitcoin. Peut-être. Intéressant. Intéressant. Et je voulais revenir un petit peu sur ton parcours avant et pendant Bitstack. Tu as fait Y Combinator. C'est ça. Donc Y Combinator qui est le plus gros incubateur du monde, je pense, basé aux États-Unis. Et j'aimerais avoir ton retour un petit peu d'expérience de qu'est-ce que ça t'a apporté et aussi le fait que généralement quand on va là-bas c'est pour se lancer directement à l'international, en tout cas pour faire une boîte un peu mondiale, et toi tu as choisi d'aller là-bas mais tout en ciblant vraiment spécifiquement le marché français et j'aimerais bien savoir ce que eux en pensaient, est-ce qu'ils t'ont dit que c'était une bonne, mauvaise idée, etc., ceux qui accompagnaient les startups là-bas. Carrément. Alors, pour contextualiser, mon cofondateur et moi, on a fait YC au tout début de l'histoire de Bitstack. On a créé la société en 2021. Début 2022, on postule. Et on a fait le batch, parce qu'ils faisaient 2 batchs à l'époque, maintenant ils en font 4 par an, donc un l'été, un l'hiver, et on a fait le batch été 2022, au moment où on a lancé officiellement l'application d'ailleurs. Donc on a mis 1 an entre l'obtention de l'enregistrement PSAN, le développement de la première version de l'application, et le lancement qui a coïncidé avec notre passage à l'incubateur YC, pour faire l'acronyme Y Combinator. Il y a 3 raisons, alors pour déjà dire pourquoi l'avoir fait, qu'est-ce que ça nous a apporté, et ensuite je te réponds sur ce qu'ils en pensent sur la partie géographique. Ça apporte 3 choses, YC, concrètement. Le premier, c'est $500,000. Donc on le prend. Quand on est entrepreneur et qu'on lance son activité, il faut la financer et quand elle est financée en plus intelligemment, et il faut savoir quoi ici à cette mentalité à l'américaine, ce qu'on appelle founder friendly, c'est-à-dire assez amical dans les conditions financières d'investissement. Donc ils viennent pas prendre énormément du capital de la société, il n'y a pas de conditions contraignantes sur après comment vous devez opérer votre boîte ou les comptes que vous devez leur rendre. Donc ça les Américains sont très bons pour ça. Et YC qui est le précurseur, puisque c'est eux qui ont inventé pas mal des conditions financières dans les débuts d'Internet. Donc voilà, donc ils donnent $500,000 avec des conditions très favorables. Tout le monde les prend pour financer son aventure. Deuxièmement, il y a un réseau de partenaires, c'est pas ça, donc d'associés du fonds d'investissement de Y Combinator, qui sont présents avec le seul et unique but de vous faire réussir. Parce qu'ils investissent dans vos sociétés directement via le fonds de Y Combinator. Et puis c'est leur boulot du coup. Et donc là, on retrouve que des anciens entrepreneurs vraiment à très fort succès, surtout que c'est à l'échelle encore une fois américaine. Donc par exemple, nous, notre mentor, c'est Michael Sable, qui était un des cofondateurs de Twitch. Donc voilà, on est sur un calibre d'anciens entrepreneurs qui sont très forts. À un moment donné, Sam Altman était partenaire chez YC. On a Nicolas Dessaigne qui est l'ancien CEO d'Algolia,
donc pour en donner un français qui est devenu partenaire de YC, qui était partenaire pendant notre batch, mais sur les sujets plus B2B forcément, donc pas directement avec nous. Voilà, donc on a un calibre d'ex-entrepreneurs qui est très élevé et qui vous donne des conseils qui sont qui valent de l'or parce qu'ils ont vu 50 fois ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre. Et moi j'ai ce qu'ils appellent une intuition incroyable sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, même s'ils ne connaissent pas votre business, parce que voilà, leur expérience passée font qu'ils ont une intuition très, très bonne. Au moins, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est marrant que tu dis ça. Ils nous disent au tout début du batch, nous, on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, c'est juste qu'on a financé, c'est l'incubateur qui a financé le plus de boîtes early stage au monde. Donc, en fait, ils ont extrêmement de points de données et du coup, ils savent mieux que tout le monde ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, exactement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, il y a le troisième point qui est aussi un réseau, alors très à la université élitiste qu'on retrouve aux États-Unis et en France avec HEC, X, etc. C'est-à-dire vous avez le tampon YC, vous êtes un alumni de YC. Et en tant qu'entreprise et en tant qu'entrepreneur, que personne. Et donc ça vous donne accès à un réseau d'alumni de YC. Et alors déjà, c'est très cool parce que c'est comme à l'américaine. T'as fait YC, à moi aussi, du coup on va échanger, on va discuter et on va être potes quoi. Et ça nous permet de faire des rencontres incroyables et en l'occurrence quand on fait ça sur une population ciblée avec 1% des meilleures personnes dans le monde, c'est leur démarche, c'est leur philosophie, et on remet plein de personnes très intelligentes autour de la table et on crée de la magie. Des gens qui montent des business ensemble aussi après ou qui vendent leurs solutions à d'autres boîtes, etc. Et donc, par exemple, en France, il y a quelques personnes qui ont fait YC et avec qui on est tous en contact, quoi, plus ou moins, pour s'entraider. Donc, voilà, ça, c'est les 3 atouts vraiment de YC. Et sur la partie géographique, c'est pas une nécessité. C'est vrai que c'est un peu une fausse information de penser que YC finance uniquement des boîtes qui ont l'ambition, qui sont soit américaines ou qui ont l'ambition de desservir le marché américain. Pas du tout. YC investit dans des boîtes qui servent le monde entier. Le dénominateur commun, c'est effectivement des boîtes qui ont beaucoup d'ambition et qui veulent changer le monde et donc avec des ambitions mondiales. Mais ça peut être OK que la société, elle cible son marché, soit d'abord le marché indien, le marché français, le marché indonésien ou américain, pour X, Y, Z raison. Et nous, ils ont compris qu'il y avait un enjeu réglementaire et que voilà, il y a aussi, ça reste un marché à adresser et donc de nous financer, même s'il n'y a pas d'ambition claire, en tout cas au début, d'aller aux États-Unis. Donc il n'y a pas de contrainte liée à ça. C'est pas on ne nous force pas à aller aux États-Unis une fois qu'on est financé par un investisseur américain. Ok. Vous étiez la seule boîte crypto du batch ? Ou il y en avait d'autres ? Non, on n'était pas la seule boîte crypto. En revanche, c'est assez anecdotique parce qu'on était les batchs où il n'y avait plus beaucoup de boîtes crypto parce que les batchs 2020, 2021, évidemment, ça a été l'explosion des boîtes crypto et je crois que c'était les batchs reconnus comme les batchs crypto de YC parce que YC suit des tendances évidemment de vagues technologiques. Là, c'est la même chose avec les boîtes IA. Donc là, je pense que c'est 60 ou entre 60 et 80% des startups dans les batchs sont sur de l'IA générative ou autre. En 2020-2021, c'était les boîtes crypto. Nous, 2022, on transitionnait des boîtes crypto aux boîtes IA. Donc, c'était plus trop le cas. 2 petites dernières questions pour finir le podcast. Une pour toi déjà, Julie. Si tu devais donner 3 conseils, allez, 2 ou 3, peu importe, conseils à l'Europe à l'Europe carrément, pour réguler de manière cohérente ou aux régulateurs, disons. Pour réguler, qu'est-ce que tu donnerais pour essayer d'attirer aussi des nouveaux talents, pas faire fuir des talents ou même avoir donné envie aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat crypto ? C'est assez ambitieux, je trouve, de donner des conseils à l'Europe. Des recommandations. Oui. Alors ça dépend. Tu veux que je donne des conseils à qui ? À l'Europe qui adopte des régulations ou aux entrepreneurs ? Parce que là, c'est un peu... Tu peux en donner un aux entrepreneurs et un aux régulateurs. Aux régulateurs, de toute façon, on discute avec eux tous les jours. On s'entend très bien avec les régulateurs français, avec les régulateurs européens. Nous, ce qu'on attend, c'est plus de clarté et peut-être un peu moins de précipitation dans l'adoption des réglementations. Pour nous permettre de co-construire en fait les réglementations plus que de se voir imposer une réglementation et ensuite de découvrir et de se dire mais mince, comment on va appliquer ce truc-là parce que c'est quand même un petit peu le cas en ce moment. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est de pouvoir vraiment
aller dans le même sens, en fait. C'est que l'innovation soit toujours encouragée et que d'un autre côté, les investisseurs soient protégés, ça c'est certain. Donc sur la réglementation en finance. Et pour les entrepreneurs, moi je dirais c'est de ne pas se décourager par la réglementation, c'est plutôt d'écouter des conseils, de partager aussi avec des personnes qui font la même chose que vous, qui ont les mêmes ambitions, parce qu'en fait c'est pas si difficile que ça, c'est juste qu'il faut avoir les bons conseils et aller dans la bonne direction sans se mettre des barrières et sans se braquer face à la réglementation tout de suite, sinon forcément on n'y arrive pas. Alors là moi je parle dans mon secteur, dans le secteur de la fintech. La fintech c'est régulé, donc si tu veux aller dedans il va falloir s'y atteler, quoi. C'est ça, mais par contre il faut le faire de façon intelligente, il faut le faire de façon progressive et avec les bons conseils. C'est comme ça que je vois les choses. Ok, donc il n'y a pas besoin d'être directement au top niveau des exigences quand tu lances un business. Non, mais il faut les avoir en tête, il faut les anticiper dans son business plan. Là, on parlait d'un coût, ça veut dire que dans son business plan, il ne faut pas tout mettre sur le marketing, il faut aussi mettre un petit peu dans la réglementation, quoi. Un peu beaucoup quand même. Ouais, c'est ça, mais souvent, ce n'est pas un poste qu'on a envie de favoriser, et je comprends parce qu'on le voit d'abord comme une perte d'argent, sauf que dans la fintech, dans la crypto, sa réglementation, c'est l'entrée sur le marché. Et si on n'est pas entré sur le marché, on ne fait pas de business. Donc voilà, il y a aussi une logique à avoir. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Il ne faut pas se braquer aussi avec les autorités. Nous, on travaille avec les autorités. C'est des gens extrêmement compétents, extrêmement intelligents. Évidemment qu'ils sont du côté régulateur. Évidemment qu'ils ont une position beaucoup plus protectrice. Mais c'est le travail de dialogue avec eux qui fait qu'on arrive à construire quelque chose. Voilà. Ok, merci. Pour rester positif. Quand même, finir sur une touche positive, c'est important. Et Alexandre, si tu devais convaincre quelqu'un d'épargner une partie de son argent en Bitcoin, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu le convaincrais? Il y a plein d'approches différentes. Ça a passé 120 000 $, là. Oui, en fait, c'est ça, mais je pense qu'il y a plein de faces, il y a plein d'approches qui vont parler à différentes personnes. Pour les gens qui aiment le côté flamboyant du prix, voilà, on était à un Bitcoin qui était à moins de 50 000 il y a moins d'un an et qui a fait plus de fois 2 rien que sur les 12 derniers mois et qui a dépassé les 120 000 $. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, évidemment. Plus de 100 000 €. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Mais, merci pour cette conseil des investisseurs. Mais il y a une réalité mathématique qui fait que le prix d'un actif est déterminé par l'offre et la demande. L'offre du Bitcoin, c'est 21 millions, il n'y en aura jamais plus. Et le Bitcoin, il s'avère, sauf erreur de ma part, que ça résout le problème de millions, voire milliards de personnes sur la planète. Donc, il y a de plus en plus de gens qui utilisent le Bitcoin. En fait, parce que je dis ça parce que les gens me posent la question, qu'est-ce qui explique le prix du Bitcoin? C'est ça, tout simplement. Plus de gens veulent du Bitcoin, donc l'achètent. Et derrière, il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Donc, le prix monte. Et c'est comme ça qu'il est passé de 0 il y a un peu plus de 10 ans à 100 000. C'est quand même fou. Et je te dis, il y a 12 mois, il était à 50 000. Mais je peux faire un pont pour que les gens se projettent avec Bitstack. Les gens qui ont démarré sur Bitstack en 2022, ils ont fait x3, x4, voire plus, juste en mettant de l'argent de côté sans s'en rendre compte. Et donc je peux prendre, pour convaincre les gens, un cas très concret. Tu vois, quelqu'un qui met 10 € par semaine. Enfin, moi j'ai des potes, ça, c'est plutôt cool pour eux, parce qu'ils démarraient en même temps que je lançais la société, ils se sont mis sur Bitstack, ils mettent 10 € de côté toutes les semaines. Ça, c'est pas non plus, c'est 40 € par mois. Et après, chacun met comme il veut. Et alors, certainement, je vais me louper dans les maths, mais c'est pour donner un schéma. C'est des gens qui ont épargné quelques milliers d'euros et qui vaut quelques dizaines de milliers d'euros maintenant. Et sans s'en rendre compte, finalement, un peu avec l'arrondi, un peu avec un récurrent qui met 10 €. Donc voilà. Et le message plus philosophique, c'est aujourd'hui, on a un système financier qui est à risque, pour pas dire plus, parce qu'on a une dette qui est potentiellement infinie dans un monde fini. Donc il y a un moment donné où il y a un problème. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que votre argent, il est constamment dévalué par les banques centrales qui impriment de plus en plus d'argent pour financer la dette. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement pour la personne qui nous écoute? C'est que votre pouvoir d'achat, il diminue dans le temps. Donc vous travaillez de plus en plus dur pour mettre de l'argent de côté, mais cet argent, il perd de plus en plus de valeur. Donc moi, j'appelle ça un peu courir sur le tapis de course. Et finalement, la vie, c'est quand même de financer des vrais objectifs de vie. Encore une fois, je disais, et puis c'est le cas des Français, c'est une maison, c'est sa retraite, c'est l'avenir de ses enfants, c'est les vrais objectifs de vie des Français. Et donc, pourquoi travailler dur pour que finalement, derrière, on vient vous piquer un peu votre argent au travers de l'inflation, et plutôt le Bitcoin qui vient répondre à ça avec un actif fini, rare, qui est 21 millions et que personne ne contrôle.
Donc vous, si vous avez un bitcoin, vous avez en termes de pouvoir d'achat, un bitcoin sur 21 millions. Et jamais personne ne pourra dévaluer la monnaie. Voilà, donc ça c'est un peu le côté plus philosophique derrière. Belle phrase de fin. J'allais rajouter qu'en France, il n'y a pas que l'inflation, il y a aussi les taxes qui sont extrêmement élevées. Mais bon. Bon, après, le but du Bitcoin, c'est pas de faire de la fraude fiscale. Merci. Mais effectivement, voilà, il y a toutes les taxes, mais c'est vraiment la partie pouvoir d'achat. Et je pense que c'est ce que veulent entendre les Français, c'est comment protéger son pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, il y a 2 combats à faire. C'est soit on le combat les politiques et le système financier qui existe depuis un petit moment et qui est quand même assez massif, donc ça serait un vrai combat à faire. Ou alors est-ce qu'on dit, en fait, j'ai une alternative aujourd'hui qui existe, qui s'appelle le Bitcoin, qui va pas me casser les pieds, et je peux juste aller acheter du Bitcoin. Et acheter du Bitcoin, c'est entre guillemets un combat finalement potentiellement politique, c'est de dire en fait je m'affranchis du système financier actuel, le Bitcoin c'est 21 millions et il n'y a pas de CEO, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de gouvernement derrière, et moi je fais un choix de choisir des mathématiques, un système technologique qui fonctionne, le futur du paiement, de l'argent, versus quelque chose qui est potentiellement qui va devenir préhistorique peut-être à terme. Mais à bout de souffle peut-être. Ou à bout de souffle, ou mal géré, ou alors de se dire que tout simplement on préfère un système qui est géré par des mathématiques que par des humains, parce que les humains sont faillibles. Donc, c'est aussi tout un sujet de diversification au final. C'est voilà, pas mettre tout c'est l'argument plus endroit. posé. Voilà. L'argument plus posé, c'est de ne pas faire comme moi, pas mettre tout dans le Bitcoin. Non, mais pas forcément, mais plus de ne pas tout mettre dans le système financier qui est faillible, qui est contrôlé par des humains, mais de pouvoir diversifier vers des nouveaux actifs. C'est ça les cryptoactifs, c'est des nouveaux actifs. Et c'est le consensus qu'on est en train d'avoir, tu vois, même les gros institutionnels, des BlackRock, des Fidelity, pour vous dire qu'ils gèrent des milliers de milliards de dollars, qui sont ceux qui gèrent les pensions de tous les Américains et l'argent de beaucoup d'institutionnels, sont en train de dire, en fait, à minima, diversifier. À minima, comme dit Julie, mettez une partie de votre argent et mine de rien, ils parlent de 1 et jusqu'à 10%. Enfin, tu vois, des BlackRock te disent quand même 5, peut-être 10% sur le Bitcoin, parce que c'est une vraie réserve stratégique, c'est une vraie façon de combattre l'incertitude du monde et des problèmes géopolitiques, puisque le Bitcoin, du coup, n'a pas de problème géopolitique. Donc voilà, à minima, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais diversifiez et mettez le montant qui vous convient le mieux. Suivez les recommandations de BlackRock par exemple, ou au mieux, si vous faites vos recherches et que vous comprenez et que vous adhérez à cette philosophie-là et que vous comprenez les raisons de vos investissements, alors mettez votre épargne en Bitcoin. Voilà, tout simplement. Chez Biztec. Et au passage, c'est Biztec. Merci Alexandre, merci Julie. Merci à toi. Salut. Salut.